dramatique en France ce qui s'est passé à Genève, à l'ONU. Ils m'ont dit, mais Monsieur Perron, vous savez, l'industrie pharmaceutique, c'est la plus grande source de corruption au monde, avant les bâtiments travaux publics ou d'autres domaines. Agnès Buzyn, quand elle fait son interview au Monde, dit voilà, dès le mois mi-décembre, j'étais alerté qu'il y avait un grand problème en Chine. Dès le 20 décembre, donc c'était avant Noël, j'ai tout de suite alerté le directeur général de la santé, donc c'est le professeur Jérôme Salomon, en disant qu'il allait y avoir un problème, qu'il fallait prendre des mesures. Bon, moi je regarde ce qu'a fait Jérôme Salomon. Il a attendu 40 jours avant de faire une première commande de 1 100 000 masques. 1 100 000 masques pour... c'est rien. C'est que dalle, quoi. C'est pour... Et alors après, donc on n'a pas de masques. Il nous en reste un petit stock. Alors il y avait des masques périmés, soi-disant, ils les ont brûlés. Et puis le reste qui était encore valable, ils l'ont envoyé en Chine pour aider les pauvres Chinois qui n'avaient pas de masques. Alors c'est les Chinois qui fabriquent les 3/4 des masques du monde. Bon, j'ai pas très bien compris. On importe le virus parce qu'on organise un rapatriement massif des Français vivant à Wuhan. Alors, il y a eu deux rapatriements, un sur le sud près de Marseille. Et là, c'était géré un petit peu par l'équipe avec Raoult. Alors, je sais par l'équipe de l'UHU qu'ils voulaient même monter dans l'avion, dépister tout le monde après l'atterrissage. Ça n'a pas été accepté. Mais enfin, il y a eu quand même des mesures de surveillance. Ils ont été isolés dans un centre de vacances. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de contamination autour. Et puis, on voit ce qui s'est passé dans l'Oise, où ils sont arrivés sur la base militaire. Là. Puis là, on a dit aux gens, rentrez chez vous. Tous les gens qui ont participé au rapatriement, on leur a dit, restez chez vous, mais c'était pas du tout confiné. On leur a pas fait de test. Et puis, comme par hasard, le plus gros foyer épidémique est parti de l'Oise. Et l'autre gros foyer est parti de ce rassemblement religieux en Alsace aussi. Donc, on voit qu'il y a eu deux événements assez spectaculaires qu'on fait partir l'épidémie en France. Mais c'est vrai que j'ai appelé ça une opération d'import-export. On exporte les masques et puis on importe le virus. Bon, ce qui m'a choqué, c'est qu'on avait des données scientifiques déjà sur l'expérience chinoise qui démontraient dans des études randomisées que l'hydroxychloroquine marchait. Même s'il y a eu d'autres études chinoises complètement foireuses qui ont essayé de dire l'inverse, mais qui étaient sous influence. Qu'il y a eu dès le début, Raoult, dès les premiers malades, dès les premiers 24 malades, on avait la preuve que ça marchait. On dit, ouais, 24 malades, c'est n'importe quoi. Après 80, après 1000, après 3500. Non, Raoult raconte des bêtises. Il n'a pas mis de placebo, donc c'est faux. L'OMS elle-même dit dans ses recommandations officielles que quand un médicament marche à plus de 95%, il n'y a pas besoin d'un placebo. C'est des bêtises. Vous imaginez pas la capacité de lobbying de l'industrie pharmaceutique. C'est de la corruption. C'est une forme de corruption parce que quand vous regardez l'étude faite par Fauci, qui aux États-Unis essaie de bloquer la chloroquine par tous les moyens et qui a réussi à la rebloquer récemment, ce qui est aussi un grand scandale. Bon, quand Fauci a lancé son étude, il a sponsorisé avec Gilead sur le Remdesivir, qui est un médicament qui marche pas et qui est potentiellement toxique. Alors, au milieu de l'étude, ils s'aperçoivent qu'il n'y a aucun effet sur la mortalité. Alors, ils se disent, zut, alors ça commence à communiquer dans les médias, le Remdesivir est inefficace, catastrophe, l'action de Gilead se casse la figure. Le lendemain, Gilead, Fauci monte au créneau. Mais non, c'est très intéressant cette molécule parce que d'accord, ça n'a pas d'effet sur la mortalité. Sous-entendu, la mortalité, c'est un détail, on s'en fiche. Je laisse ça dans leur bouche, hein, c'est eux qui l'ont dit, mais ça raccourcit un petit peu la durée d'hospitalisation chez ceux qui ne sont pas morts. Et ils ont changé les critères d'étude en cours de route, ce qui est interdit dans une étude. Et c'était public, hein. Communiqué officiel, voilà, on change les critères. Et une seule étude qui a été trafiquée, modifiée en cours de route, ils obtiennent en un temps record, en quelques jours, l'autorisation de la FDA, qui est un peu l'équivalent de l'agence du médicament américaine, qui est super puissante, d'autoriser la commercialisation aux États-Unis. En un temps record, en 2 semaines, ils ont l'autorisation de l'agence du médicament européenne, puis de l'agence du médicament française. Mais je dis, c'est un scandale innommable. Moi, j'étais président de groupe de travail à l'agence du médicament qui s'appelait pas la NSM à l'époque, qui s'appelait l'AFSAPS, mais c'est pareil. Et puis j'ai participé au groupe de travail des anti-infectieux qui existait à l'époque pendant des années. Je n'ai jamais vu de ma vie une autorisation de commercialisation pour un médicament sur une seule étude. Ça, c'est du jamais vu. En plus, une étude foireuse qui a été changée en cours de route. Pour avoir une autorisation, en Europe, il faut avoir une étude sur plusieurs continents, plusieurs études et qui se confirment entre elles. Donc, ça a été
totalement hallucinant. Et je ne comprends pas qu'il faudra que l'Agence du médicament française rende des comptes sur ça. On a le droit aujourd'hui de prescrire du remdesivir, ce que je ne ferai jamais. Un médicament qui apparemment ne fonctionne pas. Puis qui coûte très cher. Et qui se fait que par voie intraveineuse. Comment vous gérez une pandémie par voie intraveineuse? Il faut m'expliquer, quoi. C'est compliqué. Le New England Journal of Medicine, alors je ne sais plus son nom par cœur, mais une femme qui était rédactrice en chef il y a quelques années, quand elle avait quitté le journal, mais elle l'avait quitté, avait dénoncé ça. Elle avait fait à l'époque un article dans le New York Times. Elle avait dit la même chose. Le New England il y a des excellents articles dans le New England Journal, mais il y a des articles pourris, vendus à l'industrie. Elle le disait elle-même. Et là, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a 2-3 semaines, la cour en juillet, elle a refait, alors qu'elle est plus rédactrice, mais elle a fait un pamphlet virulent pour dire cette manipulation mondiale anti-chloroquine est organisée, y compris au niveau des plus grands journaux médicaux. C'est elle-même qui l'a dit, c'est pas moi. Donc, quand je dis qu'il y a des problèmes et qu'on voit bien que c'est pas de la réalité scientifique, que c'est des études bidonnées avec des chiffres invraisemblables, on m'accuse moi de complotiste. J'en ai marre de ce mot de complotiste parce que je l'entends tous les 3 jours. C'est l'argument de ceux qui n'en ont pas. Hein. Donc voilà. Je vous rassure. Voilà. Parce qu'avant c'était utilisé une fois par an. Maintenant toutes les semaines, tout le monde, dès qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement, dès qu'on n'est pas d'accord avec une société savante, on est complotiste.